Merci d'être là. Alors, il y a un micro que vous pouvez prendre, que je vais allumer, et que vous allez pouvoir vous partager. Non, c'est là. C'est bon. Hop. Juste avant de vous présenter, je voudrais juste sonder un petit peu qui est là dans la salle. Est-ce qu'il y a des enseignants ce soir? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Est-ce qu'il y a des CPE? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, personnel pédagogique d'établissements scolaires? Qu'est-ce que tu fais? Surveillante, ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont membres d'associations en lien avec l'éducation? Est-ce qu'il y a des personnes que je n'ai pas citées? Des types, oui. Fondateur de start-up. Ok. Tu as des enfants? Oui. C'est pour ça que tu es là? Non, j'ai envie de... Mon père est enseignant. D'accord, ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres profils? Oui. Je ne viens pas du tout à ce titre-là, mais les institutions aussi. Ok, oui. Collectivité territoriale, ok. Programme de réussite éducative. D'accord. PRE du coup. Pierrefitte, d'accord. Il y avait une autre main qui s'est levée, oui. En fait, nous, on a un centre de ressources politiques de la ville qui est associatif. On travaille en général sur les... Ok, trop bien. Il y a au ministère de l'Éducation nationale ce soir, en undercover. Non, tout va bien entre nous? Ok, ça marche. Ça marche. Bah, écoutez, et merci beaucoup donc encore une fois d'être là. Je vous ai énoncé un petit peu le déroulé. Je vais vous présenter juste Kelly qui va prendre le relais et qui arrive derrière moi comme une star. Donc Kelly, elle est porte-parole du pôle plaidoyer de GetUp. C'est elle qui a préparé cette intervention ce soir et qui va animer ce tableau. Merci Kelly, bienvenue. Bonjour, désolée pour le retard. Bonjour. Désolée pour le retard. Merci beaucoup Inès. T'as tout présenté? Super. Bon let's go alors. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être présent, Youssef. Ça fait longtemps. Je vois que la salle est remplie, donc c'est hyper intéressant. On va d'abord commencer par discuter avec nos invités et ensuite on parlera tous ensemble sur les politiques d'éducation. Politiques d'éducation qui sont au cœur de l'actualité depuis un petit moment. On se souvient tous bien sûr de la polémique des abayas, la polémique de l'uniforme, la polémique avec Oudéa Costera. On se souvient aussi des mobilisations successives avec les grèves des professeurs, le plan d'urgence qui a lieu encore en ce moment dans le 93. Donc tout ça pour dire que la politique d'éducation en ce moment, elles sont vraiment dans l'actualité et sous les feux de projecteurs, et encore plus depuis la sortie de ton livre, Youssef, qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé. Je veux juste rapidement, avant qu'on rentre dans le cœur de notre sujet, faire un bref point par rapport à spécifiquement le cas de la Seine-Saint-Denis et du coup de ce fameux plan d'urgence du 93 dont je parlais juste avant. Il y a une grosse mobilisation à la fois des professeurs, des parents d'élèves, des élèves également, et aussi de certaines associations. Et donc tout ça, ça nous pousse à nous demander un peu quel levier d'action on peut avoir aujourd'hui pour en fait répondre à cette crise des politiques d'éducation en France. J'imagine que pour École pour tous, c'est des problèmes que vous rencontrez au quotidien. Vous travaillez au quotidien sur ces politiques d'éducation, pardon. Alors, je vais commencer par vous donner la parole pour faire une présentation de votre association. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Merci beaucoup et merci à tous. Je vais commencer par me présenter du coup. Je m'appelle Abdoulaye. Pour un peu recontextualiser la situation, moi je suis arrivé en France, j'avais 16 ans, il y a 7 ans maintenant. J'avais comme objectif, bien évidemment, d'aller à l'école et poursuivre mes études que j'avais commencées avant de venir. Mais ça a été vraiment c'était très corsé, on va dire. Et j'ai dû attendre vraiment plus d'une année avant de reprendre mes cours. Donc,
ça montre un peu voilà, d'où ça vient. Donc, quand je suis arrivé, j'ai un peu galéré pour pouvoir, notamment avec toutes les démarches administratives qu'il faut pour être pris en charge. Et après, voilà, qui t'empêche un peu de commencer tout de suite tes études parce qu'il y a toujours des petits freins qui arrivent, on te demande des trucs que tu ne peux pas fournir pour ne pas que tu puisses tout de suite accéder, enfin en tout cas rentrer à l'école. Donc après qu'une année est passée, j'ai finalement réussi à accéder à l'école grâce à bien sûr des associations et aussi bien sûr des familles solidaires qui se sont mobilisées pour qui m'ont vraiment aidé à pouvoir, on va dire, réaliser mon rêve qui était d'aller à l'école, notamment faire l'informatique. Donc aujourd'hui, j'ai fait mon bac, après j'ai fait un BTS. Donc voilà, donc je suis là pour l'instant. Alors, c'est après tout ça que j'ai commencé à aller à l'école. On va dire, je me suis un peu libéré et c'est vers 2019 que j'ai appris l'existence d'École pour tous parce que je n'étais pas là à la création, bien sûr, mais il y avait un de mes amis qui y était, donc il m'a parlé et je suis venu à une rencontre et finalement, je me suis tout de suite reconnu dans le combat parce que je me dis que tout de suite, il y a des gens comme moi, notamment qui ont bien évidemment subi ces mêmes problématiques et même pour certains pire, qui se mobilisent et qui se battent pour moi, sans moi du coup. Donc tout de suite, je me suis engagé avec le collectif, donc ça va faire maintenant 5 ans, même bientôt 6 ans. Donc c'est quoi École pour tous? École pour tous, c'est une association des premiers concernés. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment des jeunes qui ont vécu ces problématiques-là, notamment tout type de discrimination pour accéder à l'école de la République, qui se sont mobilisés, notamment les mineurs isolés étrangers, des jeunes majeurs, des jeunes qui vivent dans les bidonvilles, des enfants des gens de voyage françaises bien aussi, et des jeunes qui viennent de outre-mer, notamment Guyane et Mayotte. Donc on s'est réunis suite à bien sûr en 2018, suite à l'initiative d'Anina Chouchou, qui est notre marraine, qui était aussi un enfant qui a vécu ces mêmes discriminations. Maintenant, elle est avocate. Donc, c'est pendant cette rencontre-là qu'on s'est rendu compte on a pris conscience que malgré nos différences, parce que bien évidemment, on a des problèmes qui sont différents, notamment au niveau administratif, puisqu'il y a certains qui sont européens, certains sont français, ou françaises, et nous, on va dire, européens. Donc, mais on a pris conscience qu'on avait un seul problème qu'on avait en commun, c'était la discrimination d'accès à l'école de la République. Donc, c'est à partir de là, nous avons, on a établi 6 demandes qu'on demande au ministère de l'Éducation, parce qu'on a dit si ces 6 demandes sont réunies, il n'y aura pas de problème. Tout le monde, tous les enfants accéderaient à l'école sans aucun problème. Notamment, qu'est-ce qui est ces demandes? La première, c'était la simplification du document d'inscription. Par exemple, moi, c'est ça qui m'a empêché, bien évidemment, d'accéder à l'école quand je suis arrivé tout de suite, parce qu'il fallait fournir des documents que je ne pouvais pas fournir, puisque je suis arrivé en France il y a une semaine. Donc, je ne pouvais pas les fournir, notamment tout ce qui est justificatif de domicile et autres. Donc, la deuxième demande, c'est la mise en place de la trêve scolaire, notamment tout ce qui est vraiment de mettre en place des personnes qui fait le lien entre l'école et les parents, par exemple. Parce que je connais, il y a beaucoup de parents qui ne parlent pas français. Et du coup, s'il n'y a pas de confiance entre les parents et l'école, c'est compliqué que les enfants puissent rester sereinement à l'école. Donc, ça, c'était l'une de nos demandes. Et le troisième, c'était, on demandait une trêve scolaire, notamment interdire l'expulsion du
tous les enfants qui sont à l'école pendant l'année scolaire, notamment, pour être plus précis, de septembre à juillet, quoi. Donc, parce qu'on a vu que le constat qu'on a fait, c'est que si un enfant est expulsé pendant l'année scolaire, au mieux, il perd une année de l'école, au pire, il ne revient plus jamais, parce qu'il décroche et il passe à autre chose. Donc, du coup, on a trouvé que ça, c'était nécessaire. La présomption de minorité, notamment, ça concerne plus les enfants qui viennent demander une protection de l'enfance en France. Donc, vous savez, il y a un processus pour certifier que l'enfant est bien un enfant. Donc, c'est pendant cette démarche administrative-là, l'enfant n'a aucun droit. Notamment, il n'a pas de logement, il ne part pas à l'école. Enfin, il n'a aucun droit. En fait, il est abandonné à lui-même. Donc, l'objectif de cette demande-là, c'est vraiment de donner, tant qu'on n'a pas prouvé qu'il n'est pas mineur, de lui donner les droits qui lui est dit. Parce que dans 90%, à la fin, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre plus, mais à la fin, ils le reconnaissent finalement mineur. Donc, il perd 2-3 ans. Après, il n'y a rien derrière. Donc, c'est lui qui perd le temps. Et voilà. Le cas 5e, c'était la systématisation de contrats jeunes majeurs. Et cela concerne aussi, bien évidemment, cela concerne un peu, pas vraiment que on va dire pas que les étrangers, du coup, ça concerne aussi certains Français, notamment ceux qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est vraiment d'éviter de mettre à la rue les jeunes à 18 ans. En gros, tu protèges quelqu'un jusqu'à ses 18 ans. À 18 ans, on sait tous qu'à 18 ans, tu n'es rien encore. Tu es vraiment... tu n'as pas fini tes études, tu n'as pas une formation, tu n'as pas un métier. Donc, je ne vois pas comment tu pourrais survivre tout seul. Du coup, c'est plus le 5e, enfin le 6e, du coup, maintenant, c'est... c'est de mettre en place des luttes contre le racisme à l'école, mais qui est adapté à notre réalité. Parce qu'on sait tout ce qui est à l'école. Il y a, en tout cas, il y a comment je peux l'appeler, il y a ce document universel sur le racisme et tout, mais on sait pertinemment que ça ne reflète pas la réalité des gens qui le vivent. Donc, nous, on a développé du coup des ateliers qui sont créés par nous, qui peuvent vraiment répondre à ces besoins-là, peut-être on va en parler plus tard. Donc, c'est ça le collectif École pour tous. Donc, nous, les actions qu'on mène, du coup, pour vraiment essayer en tout cas, pour répondre à ces problématiques-là, donc on fait les plaidoyers institutionnels, notamment, c'est tout ce qui est aller rencontrer les députés, les élus, pour leur exposer nos problèmes et bien évidemment leur proposer une solution. Parce qu'on ne vient pas seulement leur dire qu'il y a un problème ici, c'est qu'on ramène aussi la solution. C'est vraiment très facile, quoi. On te donne un problème, on te donne la solution, donc il suffit juste de le mettre en place et tout est réglé. Notamment aussi, une de nos actions qui est vraiment phare, c'est les rencontres qu'on organise entre, bien évidemment, nos membres tous les 2-3 mois. Donc, c'est là où on décide de tout ce qu'on fait. Enfin, ces rencontres-là permettent non seulement d'évaluer les actions qu'on a faites précédemment, mais de créer les liens, évidemment, entre nous, les membres, et aussi se projeter sur les prochains mois, qu'est-ce qu'on va mettre en place, quelles actions on va mener, sur quelle campagne on va... Voilà. Bien évidemment, en lien avec les demandes qu'on a et voir aussi la réalité, la tendance de l'actualité. Voilà. Et après, bien évidemment, je parlais tout à l'heure des luttes contre le racisme. Donc, on a créé ces ateliers-là qu'on essaie de mettre en place, qu'on essaie en tout cas de mettre dans les écoles. Sinon, c'est les lancements d'alerte, notamment tout ce qui est l'une des actions qu'on fait, des actions publiques qu'on fait, notamment pour vraiment alerter sur la nécessité de ce problème de discrimination d'accès à l'école. Donc,
et notamment toutes les actions publiques qu'on fait, quand on partage les problèmes, enfin en tout cas les alertes sur nos réseaux et autres. Donc ce sont les activités phares qu'on fait. Bon, il y en a d'autres, mais voilà, c'est ça les principes. Merci beaucoup. Donc on reste sur les actions. On va avoir besoin de votre expérience, notamment votre grande expérience sur le plaidoyer juste après. Donc gardez bien en tête tout ce qui vient d'être dit parce que ça va être très important. On va continuer avec une présentation de Youssef avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de notre moment. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours parce que c'est pas courant qu'on a un chercheur avec nous. Donc revenir sur ton parcours avant de devenir chercheur, très rapidement, quelques mots. Et ensuite, plus précisément, comment est-ce que tu en es arrivé à parler de l'école dans ton parcours? Est-ce que c'était un choix militant? Je pense que c'est une question que beaucoup se posent et n'osent pas forcément demander. Ok, mais je ne m'attendais pas à cette question en fait. Du coup, je ne saurais pas. Alors, moi, je ne viens pas de la région Île-de-France, je viens de Belfort, dans le 90. C'est à l'est, juste en dessous de l'Alsace, pour les fans de foot, c'est près de Sochaux. Donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai fait ma scolarité, j'en parle au tout début du livre, dans un collège équivalent REP+, aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup de gens d'éducation, quoi. Réseau d'éducation prioritaire renforcé, bon, c'était il y a longtemps, donc c'était ZEP à l'époque. Et après, je suis allé dans le lycée de centre-ville, et là, j'ai vécu un écart extrême entre, mon collège de quartier, où je parle beaucoup de composition sociale, mais en réalité, la réalité, c'était un collège, pour le dire simplement, arabe et noir, quoi. En réalité, ce qu'il y avait, on avait 3-4 classes par niveau. Et généralement, on avait ce que nous, on appelait dans notre langage, mais c'était pas méchant ou quoi, hein, c'était la classe de blancs, où c'était les quelques blancs de l'établissement qui venaient de villages éloignés, quoi, et parce que Belfort, c'est une ville, hein, c'est pas un village, c'est une ville de 50-60 000 habitants, de villages éloignés, et qui faisaient latin, allemand LV1, bref, le combo qui te permet d'être dans la bonne classe. Et après, je suis allé dans le lycée de centre-ville, où là, je me suis retrouvé le seul arabe de ma classe. Et donc, c'était quand même un contraste extrêmement fort, dont je parle au tout début du livre. Et alors après, j'ai fait une prépa, et puis après, j'ai fait un master de sciences sociales, et j'ai fait un doctorat, voilà. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur ces sujets-là. Mais ouais, c'est un choix militant dans le sens où j'ai connu la ségrégation des deux côtés, c'est-à-dire la ségrégation, le ghetto comme on peut le voir aujourd'hui, mais aussi le ghetto. Je dis ghetto de riche, alors dans ma vision à l'époque c'était un ghetto de riche, aujourd'hui je dirais pas ça, mais c'est-à-dire le ghetto, le lycée de centre-ville avec une population totalement différente. Donc ça m'a marqué, et ça m'a marqué d'autant plus que, j'en parle beaucoup dans l'intro, c'est l'écart entre les discours publics qui peuvent y avoir, moi quand j'étais collégien c'était Sarkozy, quoi, un petit peu. C'est la période Sarkozy, les émeutes de 2005, etc. Et les écarts entre les discours qui vont vous parler, mais encore aujourd'hui, de communautarisme, etc. Et en fait, de situations dans lesquelles, on est au collège et je cite à un moment, comment il s'appelle, le rappeur Dossé qui dit j'ai grandi avec des El Saoudi et des Koulibaly ou quelque chose comme ça dans 25 décembre. Et c'est vraiment, quand j'avais écouté cette chanson, ça m'a vraiment rappelé ça. Et voilà, et donc c'est cet écart, et j'en parle aussi. C'est intéressant là parce qu'il y a Naël. Il y a une étude qui a montré le lien entre les émeutes urbaines qu'il y avait pu avoir et les révoltes sociales plutôt qu'il y a pu avoir l'été dernier et la ségrégation qu'il pouvait y avoir dans les différents quartiers qui ont participé à ces révoltes sociales. Et il y a aussi, je cite au début du livre, le président du Sénat, Gérard Larcher. Non, je dis pas que c'est lui, mais en vrai, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Il follow pas Get Up, je peux parler, non. Qui dit, à un moment, le ministre de l'époque, Pape Ndiaye, voulait faire plus de mixité sociale dans les établissements scolaires. Et Gérard Larcher dit au mois d'avril de l'année dernière, hors de question, c'est pas du tout le rôle de l'école et tout. Quelques semaines plus tard, alors je crois que c'était au moment des révoltes sociales justement, il est à la radio, quelques semaines plus tard, et il parle du manque de vivre ensemble, du manque de cohésion sociale, et il termine par dire, il ne faut pas oublier que la République c'est aussi fait de fraternité.
Mais quand on parlait de mixité dans les établissements scolaires, c'était hors de question. Et cet écart entre ce qu'on peut entendre à chaque fois sur le communautarisme qu'il peut y avoir et en fait les politiques scolaires et urbaines qui font que en fait, on rassemble les personnes ayant une même origine sociale ou une même origine ethnique dans des mêmes établissements scolaires ou dans des mêmes quartiers, ça c'est un truc qui m'a beaucoup motivé à écrire ce livre. Juste avant, tu parlais de ségrégation scolaire. Juste avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ton livre, j'aimerais bien qu'on définisse un peu la ségrégation scolaire pour ceux pour la salle. Voilà un peu quelle réalité ça recoupe. Alors ça recoupe le fait, si on parle de ségrégation sociale, que vous avez des établissements scolaires où vous avez pratiquement uniquement des élèves d'origine sociale défavorisée et d'autres établissements où vous avez presque uniquement des élèves d'origine sociale favorisée. Une situation dans laquelle il n'y aurait pas de ségrégation scolaire, c'est une situation dans laquelle tous les établissements auraient la même composition sociale. On en est loin aujourd'hui. Et quelles sont les principales conséquences sur les élèves aujourd'hui, sur les élèves d'aujourd'hui et aussi sur les adultes qui sont passés par ce type de collège c'est quoi les principales conséquences ? Encore une fois, il y a cet écart entre les discours publics et la réalité dans laquelle beaucoup d'élèves font l'expérience d'aucune altérité. Et donc là, on est à Saint-Denis, donc c'est vraiment un bon endroit pour parler de ça. Il y avait le film La vie scolaire il y a quelques années, qui se passait pas très loin, au Franc-Moisin, je crois, et qui... à la fin, je ne vais pas spoiler en disant ça si vous voulez le voir, mais à la fin, il y a un élève qui dit quelque chose du genre votre projet pour nous, c'est de mettre tous les fous dans la même classe et ensuite vous espérez qu'on ait de l'ambition, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette question-là de, quand dans ton environnement social, tu as les mêmes, les mêmes professions, etc. Et l'idée, c'est pas de dire que c'est pas bien d'être ouvrier ou quoi que ce soit. C'est de dire que tu as certains élèves qui connaissent des horizons sociaux différents, qui connaissent les métiers de médecin, d'avocat, des métiers qui sont plutôt valorisés dans la société. Et tu en as d'autres qui, en fait, pour eux, c'est un univers, mais totalement distinct et qui vont pas se projeter là-dedans, par exemple. C'est une des raisons. Puis aussi, peut-être une autre des raisons, c'est ces établissements, encore une fois, en Seine-Saint-Denis, c'est particulièrement criant, ces établissements qui ont une composition sociale très défavorisée. On voit dans les stats qu'il y a quand même beaucoup plus de rotation des équipes éducatives. Les professeurs restent moins longtemps, les absences sont moins souvent remplacées dans ces établissements-là, peut-être justement parce que les parents ont moins de pouvoir de négociation après avec les établissements, et donc il y a cette question-là que généralement c'est pas le cas partout, hein, mais il y a des profs quand on parle qui aiment beaucoup ces établissements d'éducation prioritaire. Ils ont vraiment une vocation, mais en moyenne on voit quand même que les profs essayent d'en partir le plus vite possible, et quand on voit que, à quel point il y a de moins en moins de profs en plus qui passent le concours dans l'académie de Créteil, dont la Seine-Saint-Denis fait partie, par exemple, il y a moins de candidats que de postes disponibles maintenant au concours d'enseignants. Et donc, même s'il y a les moyens et tout, il n'y a pas d'enseignants qui veulent. Enfin, il y a le métier attire beaucoup moins. Ouais. Je voulais revenir sur une des conséquences dont tu parles dans ton livre, c'est la conséquence sur l'acquisition des basiques, notamment celui du français. Moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant quand on sait qu'aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de manière générale dans tous les métiers aujourd'hui, l'orthographe est hyper important pour n'importe quel métier. Il y a un chiffre qui m'a particulièrement marqué, j'aimerais bien qu'on en parle ensemble aujourd'hui, c'est que 25% des élèves au niveau scolaire très faible, à 5 ans après l'entrée du CP, il me semble, 81% viennent, tu me dis si je me trompe, mais 81% viennent de classes défavorisées. Moi, ça m'a un peu marqué, même si on pouvait le pressentir, mais c'est un chiffre qui est hyper important. Et du coup, je voulais revenir un peu sur ce chiffre, voir ton avis sur cette position-là. L'origine sociale, elle joue beaucoup sur la réussite scolaire. Et encore une fois, peut-être parce que les établissements dans lesquels les élèves d'origine sociale défavorisée vont ont moins de remplacements, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais du droit à l'éducation. Mais en fait, le droit à l'éducation, c'est pas juste être inscrit dans un établissement, c'est avoir des profs
quand tu passes la porte, quoi. Pas que le prof ne soit pas remplacé pendant 6 mois alors que tu dois passer ton bac. Il y a aussi cette question du bâti. Et on a vu, là, encore une fois, en Seine-Saint-Denis, que en fait, si tu n'as pas de chauffage, si tu as des rats dans ton établissement, ce n'est pas des bonnes conditions pour travailler. Et donc, c'est vrai que les élèves défavorisés socialement, je ne dis pas que c'est l'unique cause, ils vont aller dans des établissements scolaires de moindre qualité, disons. Enfin, ils ne vont pas avoir les mêmes conditions. Si on avait dans le 6e arrondissement de Paris un établissement sans chauffage ou le plafond qui s'écroule, on en entendrait parler aux 20h, tu vois. Possiblement, ça aggrave cette situation. Et après, c'est vrai qu'on l'a vu pendant le Covid, notamment, quand tu es un élève d'origine sociale défavorisée, probablement, t'as pas ta chambre tout seul pour travailler, donc en fait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un endroit calme où travailler, etc. Et donc, il y a toutes ces inégalités que l'école n'arrive pas à compenser. Ouais. Merci beaucoup. Il y a un point aussi dans ton livre que je trouve très intéressant et qui entre beaucoup en résonance avec ce que tu disais tout à l'heure, Abdoulaye, pardon. C'est celui de la ségrégation ethnique. Et alors, en lisant le livre, j'ai été un peu surprise parce qu'on en parle très peu et c'est même un peu un gros mot de dire ségrégation ethnique en France, encore plus dans l'école. Pourtant, tu le disais aussi en intro, tu étais dans un collège de Noirs et d'Arabes et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même dans la salle, qui diraient moi j'étais dans un collège de Blancs ou moi j'étais dans un collège de Noirs et d'Arabes. Donc c'est une notion qui est un peu difficile, donc j'aimerais bien qu'on prenne le temps un peu d'en discuter. Comment est-ce que déjà t'en es arrivé à utiliser ce terme-là? Est-ce que ça a été difficile d'utiliser ce terme-là aussi dans ta thèse? Et aussi, quelle réalité ça recoupe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la ségrégation ethnique alors même qu'on ne peut pas avoir de statistiques ethniques justement? En fait, c'est vrai, mais peut-être les enseignants en parleront après, les gens qui sont dans des CPE, etc., les équipes éducatives. En fait, quand on parle généralement avec les acteurs éducatifs ou avec les parents, les principaux, etc., quand ils parlent de ségrégation, en fait, ils parlent de noirs et d'arabes et de blancs, en fait. Ou de blancs et de non-blancs, on va dire plutôt. De blancs et de non-blancs. C'est comme ça que les représentations se font et ça vient très vite. Dans la vie scolaire, quand on parle de ségrégation, c'est cette dimension-là qui vient. Je cite d'autres films, La Cour des Miracles, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, qui se passait à Aubervilliers, ou à Montreuil, c'était la lutte des classes. Encore une fois, cette question, ça parle de la ségrégation, ça parle un peu de ségrégation sociale, mais aussi de ségrégation ethnique. Et dans les reportages qu'il peut y avoir, très vite chez les élèves, c'est cette dimension-là qui revient. Et donc, mais c'est vrai qu'on a peu d'outils pour la mesurer. Il y a une étude il y a 20 ans qui l'avait faite dans l'Académie de Bordeaux qui s'appelait l'apartheid scolaire et où il montrait que c'était une réalité. Et visuellement, ça semble être une réalité aussi. Après, on n'a pas de chiffres pour le mesurer. Et c'est vrai que c'est un débat. Certains disent qu'il faudrait des chiffres parce que comme ça, c'est beaucoup plus difficile de détourner le regard et ça permet d'objectiver. D'autres vont dire mais en fait, ça va être réutilisé par l'extrême droite pour parler de grands remplacements, etc. En même temps, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, on peut parler de ségrégation ethnique selon toi, dans l'univers scolaire en France. On peut, parce que voilà, quand on lit que 4 élèves sur 10 qui sont non blancs sont concentrés dans 10% des établissements scolaires, moi je trouve que c'est un chiffre qui est fort, mais aujourd'hui, donc on peut aller sur ce terrain-là, selon toi. En fait, c'est vrai que dans le livre, ça prend peut-être 1 page et demie sur 272, je crois. Donc, en réalité, j'en parle assez peu. Et quand j'en parle, je pense que c'est avec des précautions oratoires incroyables et tout. J'ai quand même osé citer Médine. J'ai un peu hésité. Je me suis dit, dans le débat public actuel, ça risque de me porter préjudice, mais bon, je l'ai quand même fait. Mais ouais, moi-même, en fait, j'en parle peu, mais parce que c'est un livre qui se base beaucoup sur des statistiques et on a peu de statistiques. Mais alors, je vais me faire de la contre-promo. L'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem a sorti un livre aussi sur cette question avec le sociologue François Dubet. Et donc, elle a beaucoup parlé de ségrégation scolaire ces derniers temps et elle-même utilise ces termes d'établissements dans lesquels, en fait, il y a uniquement des non-blancs, par exemple. Donc, c'est une question qui vient progressivement. Mais c'est compliqué toujours, ouais, c'est compliqué. Tu vois, là, même quand j'en parle, le débit est moins fluide quand même. Très bien. Que ce soit la ségrégation ethnique ou scolaire,
De toute façon, en tant qu'association, et on en parlera un peu plus longuement, en tant qu'association ou même en tant que membre de la société civile qui s'intéresse aux questions d'éducation, c'est assez difficile d'agir sur les questions structurelles de l'éducation en France, et ça nous rappelle un peu l'importance d'avoir un lien fort entre les chercheurs et les associations, en tout cas les membres de la société civile. Je ne sais pas si tu as pour objectif de travailler main dans la main avec des associations pour porter des messages, comme on verra un peu avec l'expérience d'École pour tous, sur la question du plaidoyer. Je ne sais pas si c'est ce que tu envisages, là, plus à titre même personnel et de carrière. Tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais... Donc, est-ce que tu envisages de travailler en fait sur des constructions de messages qui soient un peu politiques, effectivement, ou du moins de messages de mobilisation? Tu sais bien que j'ai fait un peu de plaidoyer dans ma vie, parce qu'en fait, on a travaillé ensemble à Get Up il y a 2-3 ans sur le plaidoyer. Je sais pas, en fait, je me suis pas projeté du tout là-dedans. Toi, déjà, tu écris un livre, tu sais pas si les gens vont le lire. Donc déjà, quand on t'invite, c'est déjà super. Et j'essaye le plus possible quand il y a des associations comme ça qui m'invitent, c'est vraiment bien d'en discuter avec des gens, c'est vraiment bien de voir des gens, parce que effectivement, moi je suis plutôt chercheur, j'ai une vision par les chiffres, et parfois c'est pas ça cache un petit peu la réalité que les gens peuvent voir sur le terrain, et ça te permet de creuser d'autres hypothèses. Mais l'idée, c'est que ça puisse servir. Oui, encore une fois, l'idée, c'est pas juste d'écrire un livre et que personne ne le lise, c'est que les gens s'en emparent et que ça puisse servir. Après, est-ce que c'est moi qui ferais ça? Je sais pas. J'ai déjà un job à plein temps et tout, donc je sais pas. Je me suis pas projeté là-dedans. Alors justement, sur l'utilisation de cet outil, on va parler des méthodes d'action, des modes d'action qu'on peut faire, où on peut travailler sur les politiques d'éducation. Et du coup, Abdoulaye, sur les écoles pour tous, j'aimerais bien qu'on parle de ton expérience dans le plaidoyer, parce que c'est une méthode qui n'existait pas beaucoup dans l'univers associatif français et qui est de plus en plus présent. Et vous avez une démarche qui est particulière, on parlait un peu en introduction, celle des premiers concernés. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette expérience et peut-être d'éléments concrets. Je sais que vous avez été auditionné par l'Assemblée nationale, il me semble, il y a quelques temps. Donc j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience à ce sujet. Oui, bien sûr. Après, comme on disait, c'est vrai que nous, dès le début, c'est ça qu'on s'est dit, parce que c'était très... Voilà, étant une personne qui a quand même, on va dire, survécu grâce à des associations, notamment des associations qui accompagnent ou qui font service, on a quand même, à un moment donné, s'est dit que, est-ce que peut-être que quand c'est vraiment la personne, parce qu'en fait, il y a aussi une question de message. Par exemple, quand moi je fais un truc, je te le dis, et toi tu vas dire ça à quelqu'un, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment ma demande que tu vas transmettre? Donc on s'est dit, le mieux est que moi-même, ce que je veux, je le demande directement à la personne qui peut me le donner. Comme ça, il n'y a pas vraiment, est-ce que c'est ça qu'il veut ou pas? Donc c'est dans ce sens-là que nous, on s'est lancé. Bien évidemment, on a utilisé des méthodes, notamment, je pense que, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, mais le community organizing, avec lesquels on a bien, on va dire, analysé le terrain, et on n'est pas allé comme ça, mais bien évidemment, on a quand même, après retour d'expérience, on a quand même bien évidemment trouvé que quand c'est la personne qui est concernée qui fait une demande, c'est plus audible, même pour la personne qui veut, en tout cas qui peut le donner, peut-être qu'il le fait ou il le fait pas, mais en tout cas au niveau de échange, c'est beaucoup plus lisible même pour lui, notamment sur ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire, parce que voilà. À ce niveau-là, c'est ça. C'est vrai qu'on a été aussi, comme pour revenir à ta question, on a été auditionné à l'Assemblée nationale, notamment il n'y a pas très longtemps. Après, ça s'est bien passé, mais ça ne s'est pas très bien passé non plus, parce que du fait qu'on a eu la possibilité quand même d'aller de rencontrer, avoir un rendez-vous avec
presque 5 cabinets ministériels, c'est extraordinaire. Après, qu'est-ce qui s'est passé lors de on va dire, l'heure du rendez-vous était vraiment, on n'a pas eu ce qu'on attendait et bien évidemment, on n'est pas revenu très heureux, on va dire. Oui, je comprends. Et j'ai une question, je ne sais pas si tu auras la réponse, Youssef, mais peut-être qu'on en parlera tous ensemble tout à l'heure. Mais moi, je trouve que c'est particulièrement inspirant, cette méthodologie des premiers concernés, parce qu'on ne le retrouve pas beaucoup dans les grosses ONG de plaidoyer. Donc, je trouve que c'est intéressant et je me demandais si, pour endiguer, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, mais pour endiguer la ségrégation scolaire, est-ce que si les premiers concernés, que ce soit les élèves, les parents d'élèves se mobilisent, est-ce qu'on pourrait avoir un véritable changement selon toi, alors même que quand je lis ton livre, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui est ancré depuis très 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 longtemps dans le paysage français, sans vouloir dire, mais enfin tu parlais que toi-même quand tu étais collégien, sans vouloir dire que t'es vieux, hein, pas du tout, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est tellement ancré dans le paysage français, je vois mal comment les premiers concernés pourraient se mobiliser. Je suis hyper pessimiste, donc quel est ton avis là-dessus ? Mais j'espère qu'il y a des optimistes dans le public, parce que moi je suis un pessimiste aussi, donc on va ressortir tous déprimés pour le week-end. Mais alors peut-être une petite touche d'optimisme dont je parle dans le livre. En 2014, je crois, à Montpellier, il y avait un collège très ségrégué, qu'on appelait le collège des Marocains. Et les mamans d'élèves, ou les mères d'élèves, je ne sais pas comment le dire, avaient manifesté. Donc en fait, elles avaient fermé l'école primaire, etc., pour faire en sorte qu'ils changent les affectations et qu'il n'y ait plus ce collège des Marocains et que leurs enfants connaissent une certaine mixité. Et alors c'était d'autant plus marquant parce que je crois que dans les articles de presse on parlait des mamans voilées parce qu'elles avaient pratiquement tout un voile, et là tu as le contraste encore une fois entre le voile qui est le symbole du communautarisme pour certains dans le débat public, et en fait elles qui voulaient vraiment que leurs enfants ne soient pas relégués dans un collège de seconde zone, etc. Et ça a un petit peu marché quand même. La ministre qui était Najat Vallaud-Belkacem à l'époque s'était déplacée pour inaugurer un nouveau collège ou quelque chose comme ça, et donc ça a permis de faire bouger les choses. C'est la seule touche de pessimisme que je trouve face à ta question. Parce qu'à l'inverse, il y a une association qui s'appelle No Ghetto à Lyon, par exemple, qui est très active, qui fait beaucoup de lobbying, mais qui, pour l'instant, qui n'a pas obtenu grand-chose. D'accord, très bien. Juste pour continuer plutôt sur la question du plaidoyer, parce que là c'est intéressant cet exemple, mais c'est un exemple qui est local, et donc évidemment quand on parle de politique d'éducation, en sachant que c'est l'État qui a la compétence sur les questions d'éducation, sur certaines questions d'éducation en tout cas, sur la question de plaidoyer, je me demande quels sont les acteurs qui ont la main sur les questions de ségrégation scolaire. Ça, c'est quelque chose qui est assez flou. Je ne sais pas si c'est le cas dans la salle, mais c'est assez flou pour moi parce qu'on parle à la fois de questions de carte scolaire, on parle de plein d'éléments qui, en fait, tous mis bout à bout, créent la ségrégation scolaire. Donc, face à ça, quels sont les acteurs qui sont compétents? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il faut aller voir le bon acteur, il faut aller voir celui qui peut faire changer le point qu'on aimerait faire évoluer. Donc, là, concrètement, sur les questions de ségrégation scolaire, que ce soit sociale ou ethnique, qui sont les acteurs clés? Alors, pour ce qui est des collèges, par exemple, c'est les conseils départementaux qui gèrent les collèges et qui gèrent la carte scolaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la carte scolaire, c'est ce qui fait que, disons que j'ai un enfant qui entre en 6e, la carte scolaire va me dire, t'habites à telle adresse, donc ton enfant ira dans tel collège public. Après, je peux éviter ce collège par différents moyens sur lesquels je ne vais pas revenir. Donc, il y a les conseils départementaux qui font la carte scolaire et qui aussi, gèrent le bâti des collèges. Par exemple, dans ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, le ministère dit « Ah mais nous, on n'est pas responsables, c'est les départements qui ont la responsabilité des collèges. » Sauf que la Seine-Saint-Denis est un des départements les plus pauvres de France. Ils ont connu une explosion démographique, ce qui fait qu'ils ont dû beaucoup dépenser pour créer de nouveaux établissements. Et en fait, là, il y a une certaine inégalité, parce qu'un département rural qui ne connaît pas d'explosion démographique, et lui, il a les moyens pour maintenir ses collèges. Donc, il y a les départements, mais tout en haut, c'est quand même le ministère de l'Éducation nationale.
Et là, la mobilisation dans le 93 permet de voir que ça reste compliqué quand même. Pourtant, c'est une mobilisation qui est soutenue à la fois par une partie des parents d'élèves, une partie des équipes éducatives, et ça reste, avec le soutien du président du conseil départemental, et ça reste compliqué. Mais juste si je veux être cynique, rajouter encore du pessimisme, mais en fait, c'est-à-dire, admettons, dans une perspective totalement cynique, je suis au gouvernement. Il y a le département de Seine-Saint-Denis qui vote, dont une partie où le taux d'abstention est assez élevé, où il y a également une forte proportion de non-citoyens, dans le sens où ils n'ont pas la citoyenneté française et ils ne peuvent pas voter. Bon, ma motivation à agir pour ces habitants, elle est un peu moins forte. Quand tu sais qu'en plus, l'ensemble des députés, je crois, du 93 sont la France Insoumise, Parti communiste, tu te dis, il n'y a même pas d'enjeu, dans le sens, à la limite, s'il y avait quelques députés Renaissance et puis qui joueraient leur réélection, mais là, il n'y a aucun enjeu, tu vois. Donc, dans une perspective très cynique, à long terme, je pense que c'est totalement désastreux, mais si je vois à très court terme électoralement, c'est compliqué à gérer. Et donc, c'est pour ça que c'était c'était magnifique, là, la vidéo sur TikTok virale, etc. Là, ça devient beaucoup plus dur de nier. Et donc, c'est plutôt, j'imagine, à travers les médias, par ce genre de vidéos un petit peu virales, que ça permet de mettre les responsables politiques face à leurs responsabilités. Justement, en parlant de médias, parce que nous, en réfléchissant, on vous en parlera plus longuement tout à l'heure, mais on réfléchit beaucoup avec GitHub sur les questions de politique d'éducation, et donc on s'est aussi fait la réflexion que c'est les médias qui peuvent aider. Et toi, tu as fait beaucoup de médias, on t'a vu pas mal sur plusieurs plateaux qui ont une grande audience, et on se pose une question, c'est déjà comment est-ce que ton livre a été reçu sur les médias, un peu même en off, comment est-ce que ça a été reçu, parce que nous, bien sûr, on voit que les images, par les médias, par les journalistes, et aussi dans ton livre, quelle est la notion qui retient plus l'attention, quel est le message qui retient le plus l'attention, qu'est-ce qui retient le plus l'attention dans les médias aujourd'hui? Alors, mais en général, quand on est invité dans un média, la personne n'a pas lu le livre. Genre, le truc est corné un petit peu comme ça juste avant pour faire genre on a tourné les pages, on va te citer une phrase de la 4e de couverture et bon. Donc je sais pas, la réception du livre, en fait c'est marrant à quel point certains trucs peuvent être, certaines phrases peuvent être interprétées de manière très différente. Par exemple, l'intro, je parle de mon expérience d'une anecdote que j'ai vécue entre le collège et le lycée. Et par exemple, un journaliste m'a dit, est-ce que vous dites ça parce que vous voulez dire que vous êtes légitime à parler sur cette question et pas les autres? Alors que c'était pas du tout ça, jamais ça m'est venu à l'esprit. Donc c'est assez marrant la manière dont ça peut être réceptionné. Après, encore une fois, dans la réception médiatique du livre, il se trouve que je suis arrivé un mois après, encore une fois, à Najazé au Belkacem, donc elle avait fait déjà beaucoup de médias, donc ça en laisse assez peu pour moi par la suite. Les médias que j'ai faits, c'est plutôt des médias bienveillants, par exemple Mediapart. Là, le livre est bien reçu et ça leur a beaucoup plu. J'ai fait une seule fois un truc un petit peu conflictuel, c'est ce soir sur France 5, où là, c'est vrai que c'est le jeu aussi, mais il y avait un représentant de l'enseignement privé, il y avait un journaliste, éditorialiste bien à droite, et donc la réception, elle est plutôt, mais c'est ce qu'on attend en fait, c'est-à-dire les gens sortent pas vraiment des caricatures, les gens plutôt de gauche vont quand même être plutôt favorables à ce que j'ai pu écrire, et les gens bien à droite vont, illustrer parfaitement ce truc en mode je peux avoir parlé de communautarisme il y a 2 jours dans l'émission qui était sur les banlieues, et aujourd'hui je dis en fait il faut la liberté et puis c'est pas grave s'il y a de la ségrégation sociale. Donc je trouve que les positions restent assez caricaturales et ça m'a pas encore une touche de pessimisme. Très bien. Il y a aussi un moment qui m'a marqué dans ton livre, un concept qui m'a marqué dans ton livre, c'est que tu passes toute la dernière partie
a parlé justement de solutions. Donc t'es pas si pessimiste que ça, tu vois. T'as plein de solutions qui sont très intéressantes, Et moi, ma question, pour après enchaîner sur les questions du public, c'est quel serait le message principal si aujourd'hui, là, dans la salle, il y a des associations, on a une association avec nous, si les associations collectivement devaient porter un message pour endiguer la ségrégation scolaire, ou du moins un message ou une solution, quel serait-il selon toi ? Alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, cette question de la ségrégation, elle repose énormément sur les parents. Dans le sens où, particulièrement en région parisienne, si vous êtes parent, vous avez, 2-3 collèges à proximité. Et vous savez que vous avez le choix, parce qu'avec les dérogations, vous pouvez aller dans un autre collège public que celui du secteur. Les collèges privés en France, vous pouvez demander à être inscrit dans un collège privé. Après, vous pouvez être refusé, mais donc vous savez que vous avez le choix. Et vous pouvez vous dire, ah ouais, non, mais moi je veux jouer le jeu de la mixité et mettre mon enfant dans le collège de quartier. Mais je me dis, ah mais mes voisins, un peu riches comme moi, ou enfin plutôt favorisés comme moi, eux ils vont pas le faire. Et donc mon enfant va être le seul dans un collège ghetto où les enseignants sont pas remplacés, etc. Et donc ça fait reposer sur les parents cette question de la mixité. Donc il y a deux choses. D'abord, mettre plus de moyens, et notamment pour les professeurs qui ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat au cours des dernières décennies, pour s'assurer qu'il y ait des enseignants devant les élèves. Déjà, ça rassurera les parents, parce que parfois, honnêtement, c'est pas juste une question de je veux pas que mon enfant aille dans le collège des Arabes. C'est pour partie, il y a de ça aussi, hein, mais c'est aussi pour partie, je veux pas aller dans le collège où je sais que les enseignants seront pas remplacés. Je veux pas aller dans le collège où je sais que le plafond va s'effondrer. Et enfin, ça se comprend, quoi. Donc voilà, mettre plus de moyens dans ces collèges pour assurer une égalité de conditions, donc un droit à l'éducation, mais effectif pour tous. Et donc, pour moi, il y a quand même cette question du privé en France où l'enseignement privé en France est largement subventionné par l'État et ils n'ont aucun compte à rendre. Et notamment, j'en parle à un moment, il y a une question, il y a une étude, un testing, c'est pour, là, il y a un testing qui a eu lieu dans les boîtes de nuit, je ne sais pas si vous avez vu, où on va ramener un groupe de blancs devant une boîte de nuit, on va demander combien ça coûte pour entrer, et puis un groupe d'arabes, ou je ne sais plus si c'est arabe ou non, je ne sais pas, combien ça coûte, et on voit que ça coûte beaucoup plus cher pour les arabes que pour les blancs. Et on le fait généralement sur les jobs, pour voir la discrimination au travail, où on envoie un CV, même CV, mais on change juste le nom. Ils ont fait la même chose, où ils ont envoyé 2 dossiers de candidature, on change juste le nom, prénom maghrébin ou prénom francophone, en envoyant les candidatures dans des établissements privés où ils ont vu que le prénom à consonance maghrébine était beaucoup plus souvent refusé que le prénom à consonance française. Pas toujours, hein, encore une fois, faut pas, mais en moyenne c'était le cas. Et donc, encore une fois, les établissements privés font ce qu'ils veulent aujourd'hui en termes de sélection des élèves, et ça, c'est pas normal dans les autres pays. Quand il y a des larges subventions, les établissements privés doivent rendre des comptes quand même sur qui ils acceptent et pourquoi ils refusent des gens. Très bien, merci beaucoup. J'espère que c'est noté pour tout le monde. Voilà, donc on va travailler sur cette question-là. Et justement, ça entre beaucoup en résonance avec une action qu'on va commencer avec GetUp d'ici quelques semaines. Et j'espère qu'on pourra aussi en parler avec le public. Tu as parlé en fait de droit à l'éducation, de droit à l'éducation, et tu as aussi parlé de... tu as parlé de droit à l'éducation, c'est le plus important. Et notamment des inégalités qu'il y a entre les différents collèges, entre les différents collégiens aussi. Et ces différentes inégalités, moi, spontanément, je me suis pas présentée tout à l'heure, désolée, mais du coup, je suis juriste. Et spontanément, les inégalités, je me dis, sauf erreur de ma part, c'est illégal. Donc, c'est qu'il y a une méconnaissance du principe d'égalité quelque part. Pourtant, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien sur cette question-là. Il n'y avait rien sur le fait qu'entre 2 collèges, tu parlais des collèges de Seine-Saint-Denis et les autres, tu parlais des collèges ruraux aussi, comment est-ce qu'on explique qu'il y a une rupture d'égalité entre ces 2 collèges-là ? Donc on a entrepris une réflexion avec GetUp qui n'est pas du tout aboutie et dont on vous invite pour venir un peu l'enrichir. On a commencé à avoir une réflexion sur est-ce qu'on ne pourrait pas aller devant le juge pour poser la question de cette rupture d'égalité. Est-ce que cette rupture d'égalité entre 2 collégiens, elle ne peut pas être sanctionnée par le juge et en sanctionner notamment l'État pour l'enjoindre, comme tu disais, à mettre en place différents moyens conséquents pour endiguer ce problème-là, que ce soit sur la question des profs ou surtout
la question du bâti. Moi, ça me paraît ahurissant que ce soit toujours pas passé devant les tribunaux. Donc dès le 13, donc c'est le 13 juillet, on a un workshop avec une association qui s'appelle Systemic Justice, qui est une association européenne qui est basée aux Pays-Bas. Et cette association-là, elle travaille sur ce qu'on appelle l'impact litigation. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais l'impact litigation, c'est de se dire, on va aller devant les tribunaux pour porter nos questions sociétales. Parce que justement, on parlait tout à l'heure, le plaidoyer, ça a ses limites. Vous êtes parti tout à l'heure, la dernière fois, devant l'Assemblée nationale, et vous avez bien vu qu'il y a des limites. Youssef, tu parlais tout à l'heure que si les politiciens de gauche ne se mobilisaient pas, il n'y avait rien qui changeait. Donc on s'est dit, est-ce que finalement, on n'est pas devant le mauvais interlocuteur, à savoir le politique, et est-ce qu'on ne devrait pas bouger vers un autre interlocuteur qui est le juge ? Bon, si vous me posez plus de questions juste après, je ne saurais pas vous répondre, mais j'espère qu'on répondra à cette question le 13 juillet, donc vous serez bien sûr tous conviés. Et sinon, j'aimerais bien qu'on continue cette conversation autour du plaidoyer, autour de l'impact litigation, si vous le souhaitez ou pas, mais sur les questions en tout cas de comment est-ce qu'on change les politiques d'éducation, comment est-ce qu'on modifie structurellement les politiques d'éducation, que ce soit pour l'accès à tous les étudiants à l'école, et que comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé cette phrase, quand tu passes la porte, qu'il y ait des profs, qu'il y ait un bâti, qu'il y ait des profs, qu'il y ait un bâti, qu'il y ait un bâti sain en tout cas, qu'on puisse en fait étudier convenablement. Donc merci à vous, merci pour cette intervention qui était très 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 intéressante. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'espère que vous allez acheter et lire vers la session scolaire de Youssef Souidi. J'espère aussi que vous allez vous abonner et suivre École pour tous, qui fait un travail absolument formidable. Merci à tous, et je vais laisser Inès pour animer la partie questions.